Merci pour cette nouvelle session. Session qui s'appelle aujourd'hui le cloud hybride. Est-ce un choix intéressant? Et nous accueillons David Adam qui va nous éclairer sur ce thème. Du coup, Davy, je te laisse te présenter ou représenter pour ceux qui ne me connaissent pas et nous dire un petit peu plus sur ce qui va se tramer dans cette session. Merci Quentin, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, et puis les autres, les habitués. Donc moi, Davy, je suis consultant cloud. Je travaille à la fois sur la partie formation officielle AWS pour encore quelques mois avant de commencer à changer. Et puis du conseil en clientèle sur la partie adoption, migration. Je suis aujourd'hui plutôt cloud, comment on dit, architecte d'entreprise ou architecte holistique, où je m'occupe de l'ensemble des éléments, des sujets. Donc effectivement, je vois depuis un certain nombre d'années des clients et ces sujets sont des sujets qui reviennent. Donc oui, aujourd'hui, on revient, on continue nos cloud shots avec cette fois-ci un sujet qui va nous emmener sur l'approche hybride et on va définir un petit peu de quoi ça parle, qu'est-ce que c'est que l'approche hybride, comment ça nous concerne, parce que ça nous concerne tous et toutes. Et surtout, ben, qu'est-ce que ça veut dire de le faire et qu'est-ce que ça a comme conséquences positives, mais aussi négatives potentiellement, c'est-à-dire tous les aspects. Hein, le but ici, c'est de couvrir l'ensemble. Il y aura une autre session à la fin du mois qui sera la dernière de cette année, qui sera consacrée, elle aussi, un peu à l'approche hybride, puisqu'elle sera consacrée à migrer du privé en public. Pourquoi c'est si chronophage? D'accord? Donc là, on va se positionner sur le tenant, l'aboutissant d'une notion d'hybride. Et la prochaine fois, on verra comment on passe de l'un à l'autre, comment la transition se fait et qu'est-ce qui fait que c'est aussi complexe à mettre en place. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, comme à l'habitude. Oui, on rappelle les règles, effectivement. Si vous avez des questions en direct, n'hésitez pas, on les prend, on les note, et on pourra alimenter le retour de Davy à ce moment-là. Et sinon, en fin de session, on aura aussi un temps d'échange pour revenir sur des sujets plus précis à votre bon vouloir. Voilà. Écoute, merci Davy pour cette introduction. Pour ma part, ceux qui ne me connaissent pas, je suis Quentin Glachant qui travaille chez Arrow dans l'équipe spécialité AWS. Je travaille avec Excel. Vous avez l'habitude de le voir et aujourd'hui, c'est avec moi. Voilà, écoutez, je suis ravi d'être avec vous. On va commencer à répondre à cette question sur le choix du cloud hybride. Et puis, je pense qu'on va revenir sur l'essentiel déjà, définir qu'est-ce qu'un cloud privé, qu'est-ce qu'un cloud public. Davy, c'est à toi. Eh bien, merci beaucoup. Tout à fait. On est sur le sujet du cloud. Le problème du terme cloud, c'est que c'est un terme générique qui est un petit peu fourre-tout depuis quelques années, que tout le monde utilise dans tous les sens. Et ce qui fait que toute infrastructure devient cloud du jour au lendemain juste parce qu'on l'a décidé. Sauf que c'est pas vrai. La notion de cloud, elle met en place un changement dans la façon dont on fournit l'accès aux moyens ici de l'informatique. D'accord? Un cloud public, je rappelle la définition, c'est des services accessibles au travers d'Internet, accessibles à la demande et payés, facturés à hauteur de ce qu'on consomme. Ça, c'est le cloud public. Mais alors, pour le coup, qu'est-ce que c'est qu'un cloud privé? Alors aujourd'hui, le cloud privé englobe toutes les approches historiques. Mais dans les approches historiques, on a quoi? On a l'hébergement personnalisé. Donc aujourd'hui se trouve dans le cloud privé, par exemple dans la notion de cloud privé, le fait d'héberger chez soi ses propres serveurs, ses propres équipements réseau, ses propres équipements de stockage et de gérer tous ces équipements. Donc ça, c'est un premier niveau. Ce qu'on appelait historiquement on-premises, on-prem, et qui porte souvent maintenant aujourd'hui le nom de cloud privé. Vous pourriez me dire, mais c'est pas tellement un cloud. Non, c'est juste une infra à l'ancienne, native. Quand je dis à l'ancienne, j'ai aucune notion péjorative derrière ça, de jugement, hein. Moi, je viens de ça, j'ai fait ça pendant des années. C'est comme ça qu'on gérait notre centre de données localisé. Voilà. On l'a appelé cloud parce qu'à un moment donné, il y a des éditeurs qui ont rajouté des couches logicielles devant pour pouvoir nous permettre de ne plus donner accès à la ressource directement, mais à du service. Donc on commence à rentrer dans la notion de cloud à partir du moment où on a une notion de service dessus. C'est-à-dire qu'on fait une abstraction de ce qu'on consomme pour le donner à manger aux autres sous forme de service pré-packagé qu'on met en place. Vous allez me dire, mais dans ce cas-là, moi si je vais chez OV1, je sais que je loue des serveurs, ben aujourd'hui ça rentre toujours dans la notion de cloud privé.
Et là, il y a une petite ambiguïté. Pourquoi? Parce qu'il peut arriver qu'on loue aussi des services en public chez OVH. Ah, comment on fait la différence dans ce cas-là entre le cloud privé et le cloud public? Alors, pour synthétiser ce qu'on va appeler cloud privé aujourd'hui, c'est toutes les ressources que vous utilisez dont vous avez la responsabilité, même si vous n'en avez pas la propriété. Si je suis chez moi, que je possède les murs, l'électricité, le refroidissement, les équipements, je suis responsable de tout puisque physiquement, j'en suis propriétaire. Maintenant, si vous louez des serveurs hébergés chez un partenaire, ces serveurs, vous n'en êtes pas propriétaire. Alors Vous êtes... c'est important Oui. effectivement que tu rappelles cette notion de responsabilité. Aujourd'hui, est-ce que tu peux un peu plus approfondir de manière synthétique, si tu le peux, les responsabilités en cloud privé et en cloud public? Plus simple parce que tu viens d'en parler sur le cloud privé, mais du coup, on a quand même cette notion de responsabilité client sur, un cloud, public. Oui, c'est ce qu'on appelle la shared responsibility, c'est-à-dire que le client a l'obligation de prendre en compte, en connaissance, ce que le fournisseur de cloud fait que le client ne voit plus, qu'il pouvait potentiellement opérer historiquement, et ce que le client maintenant continue à faire de son côté, donc ce qu'il amène. Je dis toujours, un cloud seul, c'est juste une boîte à outils complètement stupide. C'est-à-dire que si on se met devant, il ne va rien se passer. Il va falloir qu'on gère ce qu'il y a dedans. Donc, la responsabilité des clients, c'est que quand on rentre en cloud public, il faut qu'on aille faire connaissance avec l'offre de service qui, bien sûr, on se doute bien que quand j'utilise un bucket S3, quand j'utilise une base de données RDS ou une instance C2, on se doute bien derrière, tout ça, ça tourne sur des serveurs avec du stockage du réseau. Mais comme je dis souvent en citant Didier Super, le chanteur français bien connu, j'en ai rien à faire. Je reste poli, c'est pas la même version normalement. Mais c'est ça en fait. C'est le cloud public, c'est un endroit où on se paye le luxe de dire ce qui est en dessous, on s'en fout, c'est plus notre problème. Et donc, effectivement, ça change la responsabilité. Et c'est pour ça que certains hébergeurs, par exemple, comme OVH, on parle de petits acteurs français, enfin petits, et je suis plus parmi les petits aujourd'hui, fournissent à la fois historiquement du cloud privé, c'est-à-dire de l'hébergement sous-géré, où eux, ils disent, bah, nous, on vous accueille dans des centres de données physiques et on vous permet quand même de consommer de la machine physique dont vous avez ensuite l'exploitation. Si demain, votre serveur physique, il a un problème, on peut vous en fournir un autre. D'accord? Mais ça s'arrête là, en fait, leur boulot, il est là. Bah, ce qui est déjà pas mal, hein, parce que gérer un data center chez soi, c'est plutôt casse-pied. Il y a plein de clients que ça passionne pas spécialement. Donc c'est pour ça qu'un hébergeur peut avoir cette souplesse de gérer justement ben, toute la standardisation nécessaire pour qu'un data center soit digne de ce nom. Quand on va dans un cloud public, comme AWS, comme Azure et comme Google, là, on est sur une démarche totalement publique. D'accord. C'est-à-dire qu'on va enlever une partie de la responsabilité de toutes ces couches-là. C'est ce qu'on appelle aussi, vous m'avez déjà entendu utiliser cette expression, la dette technique. C'est-à-dire que si moi, demain, je mets un cloud privé localement en place chez moi, j'ai le contrôle, la maîtrise de toutes les couches, mais j'ai aussi la responsabilité totale de toutes les couches et de gérer l'installation, le suivi, le cycle de vie de tout ça. Donc ça augmente la dette technique. Donc la dette technique, hein, c'est tout ce qu'on fait qui nous prend du temps, de l'argent, de la mobilisation, mais qui ne ramène pas de valeur, qui ne génère pas de valeur. Je mets à jour mon matériel, je l'entretiens, mais l'appli ne vaut pas plus parce que j'ai mis à jour le matériel. Et quand on va dans un cloud public, on se défaut justement de cette dette technique sur quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Ça ne veut pas dire qu'on l'enlève, ça veut dire qu'on totalement, ça veut dire qu'on en enlève une partie dans cet échange-là. Du coup, tu nous parlais des modèles enfin des modèles, des acteurs de Oui, cloud public. Aujourd'hui, on a en effet, 2 acteurs majeurs qui se font face. On va parler d'Azure, avec oui. Microsoft et un modèle qui est proposé par Amazon, cité par AWS. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus précisément de ces 2 acteurs? Oui. Est-ce que qu'est-ce qui potentiellement Alors, peut-être les différencier? il y a une particularité historique, c'est que AWS est un acteur foncièrement du cloud public et il a été fondé sur la notion de cloud public nativement. Bien que AWS ait été initié à l'origine par un besoin interne. D'accord. Amazon a eu besoin de changer d'approche, ils ont créé leur service en interne et ils ont eu la bonne idée de le vendre à d'autres. Voilà. C'est ça, c'est effectivement un petit Ah, rappel d'Amazon qui était, au départ, un site marchand de vente on de ne peut plus logistique classique. finalement, hein, Ouais. rien de plus classique, avec tout ce que la supply chain, demande et finalement ils se sont dit: «Bah, on a massivement, investi pour justement gérer ce modèle-là» et il s'est dit: «Bah, pourquoi pas, le dupliquer au grand public et te le mettre à disposition», hein, c'est bien ça?
Oui. Et réduire les time to market, donc les besoins du marché sont alignés, enfin les outils de production sont alignés avec les besoins de production. Donc on enlève justement dans la supply chain tous les temps non nécessaires à la prise de décision. Si vous voulez une VM pour faire un test qui dure 17 minutes, on ne peut pas passer 17 heures à faire une demande. C'est absurde. Microsoft a une distinction par rapport aux autres parce que Microsoft, lui, est un acteur qui vient du privé. Microsoft existait chez les clients avant que le cloud public d'Azure existe. Et on le connaissait. Moi, je faisais du VMware et on faisait de l'Hyper-V à côté aussi. Donc, on avait cette approche. Ils nous fournissaient la couche système et puis ils nous fournissaient la couche hyperviseur et puis les outils de contrôle, les system centers et toute la clique. Et donc, quand Azure est sorti, ils nous ont vendu aussi cette première expérience en disant, mais ils se sont placés, pardon, ils se sont placés directement comme des fournisseurs de cloud hybride puisqu'ils étaient à la fois présents chez les clients en privé et ils ont créé une plateforme publique qui lui ressemble beaucoup avec des outils similaires. Et donc Microsoft a cette approche hybride et ils ont cette approche hybride aussi tout simplement parce que sinon ils disparaissaient quoi. C'est un peu difficile de rejeter son marché d'origine et ils savaient très bien, et ils le savent toujours aujourd'hui, que les clients ne vont pas passer du privé au public comme ça du jour au lendemain. Donc eux, ils ont un positionnement qui est différent. Et ils ont été gagnés ces parts de marché de façon, pour le coup, avec un gros succès, il faut le reconnaître aujourd'hui. Azure, en quelques années, a pris une place très importante dans un marché où il n'existait pas quelques années avant. En fait, il y a des montées qui sont plus longues. Si on prend Oracle, par exemple, aujourd'hui, Azure, eux, ont vraiment eu un positionnement pour se positionner entre les deux, c'est-à-dire à fournir des couches homogènes, et on va en reparler dans quelques instants, pour pouvoir simplifier justement l'adoption entre les deux. Il y a aussi le fait que pour beaucoup de clients qui aujourd'hui utilisent du cloud, eh ben, on a un pourcentage assez significatif de clients qui ont découvert la notion de cloud public avec Office 365. C'est-à-dire qu'ils ont goûté ce que c'était que du software as a service, la couche la plus abstraite, et ils se sont dit, en fait, c'est bien sympathique de plus s'emmerder avec les serveurs Outlook et Exchange, pour en avoir fait quelques années, hein, ou du Lotus, pour ceux qui sont vicieux. Voilà, ce genre d'outils-là, on n'a plus envie de les gérer. Donc, avoir quelque chose d'hébergé par quelqu'un d'autre, on voit ce qui se passe, on voit le potentiel, on se dit, bah, si on étendait à toutes nos applications, ça peut être intéressant. Alors, pourquoi on fait de l'hybride? Il y a deux démarches pour faire de l'hybride. La première, c'est stratégique de se dire, je veux rester entre les deux. D'accord? Ça peut être politique, ça peut être technologique, ça peut être stratégique, peu importe la raison, mais on peut très bien dire, moi j'envisage que mon architecture soit hybride et je me positionne avec un cloud privé qui est chez moi, avec des trucs qui resteront dedans volontairement, et puis une partie publique que je vais venir créer, soit des nouvelles applications, soit des bouts d'applications que je mets dedans, soit des choses plus volatiles. D'accord? Et donc une architecture hybride consciente, ça peut durer comme ça indéfiniment. On peut dire, moi je me positionne sur les deux pour les raisons qu'on va voir après. La deuxième alternative, c'est de dire je suis hybride parce que je migre. C'est-à-dire que ce hybride est la cohabitation de l'ancien modèle puis de la nouvelle destination. Ce qu'on rappelle très souvent, c'est que quand un client me dit je vais migrer dans le cloud, en général, il met entre 3 à 10 fois plus de temps que ce qu'il avait prévu initialement. Donc ce côté hybride qui est censé être que temporaire va coexister souvent plusieurs années. Mm. Et ces plusieurs années vont nécessiter évidemment que cette périmétrie, il va falloir qu'on la prenne en compte. Ce mariage entre deux environnements qui ne sont pas identiques, va bien falloir que je gère. Si j'ai ma production qui est à un endroit puis que je commence en dissimuler des bouts de l'autre côté, il va bien falloir que je le gère, il va falloir que j'intègre ça. Donc il y a une complexité qui va venir de ça. Mm. Donc on pourrait dire, ouais, bah, c'est contraire à ce que je veux faire. Bah, oui, mais on n'a pas le choix. On ne peut pas passer de tout à rien du jour au lendemain. Même si on a un petit client, il faut se préparer. Il y a besoin de prendre en compte ce que c'est, ce que ça veut dire, pourquoi on y va, comment on y va, et puis factuellement le faire tout en maintenant la production active, ce qui évidemment est très lourd de conséquences. Mm. Bah, du coup, c'est ça, on va rentrer un peu plus dans le sujet. Concrètement, cette compatibilité périmétrique, euh, vers cette migration justement comme tu disais à l'instant, comment elle se matérialise? Comment on prépare finalement cette migration? Comment, parler, de cette couche opérationnelle au niveau des compétences? Quels sont les points de référence? Une migration, peut-elle se faire, totalement, partiellement ou juste, toute une partie comme tu disais tout à l'heure? Explique-nous un petit peu plus, comment ça se matérialise? Comment ça se concrétise en termes de stratégie? Alors, c'est de la gestion de changement.
Si je me réfère à une approche comme TOGAF, on a un point de départ, on a un point d'arrivée, on fait le différentiel entre les deux et on mesure le gain potentiel entre les deux. Dans l'absolu, moi, je pourrais arriver chez vous, vous dire, il faudrait faire ça, 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 ça pour gagner le maximum de bénéfices. Sauf que il y a de fortes chances que vous n'y soyez pas encore prêt. Donc, quand on fait de la gestion de projets comme ça de migration, on doit temporiser un peu la migration, on doit dire, OK, on va étaler le boulot en plusieurs étapes. Et si on a un objectif de migrer dans un temps assez court, il va bien falloir essayer de trouver qu'est-ce qui peut ressembler le plus possible. J'ai des VM chez moi avec du Windows, du Linux, est-ce que je peux faire des VM en face? Oui. Déjà, ne serait-ce que ça, c'est possible. C'est pas la meilleure approche. Évidemment qu'il faudrait moderniser, mais peut-être que dans un premier temps, ce sera le plus facile à mettre en œuvre. Ensuite, ce qu'on va chercher, c'est aussi chez le fournisseur de cloud, est-ce qu'il y a des produits que je connais déjà qui existent chez moi? Et là, je ne parle pas juste de machines de stockage, mais de produits applicatifs. Donc, la migration peut être facilitée par l'usage de ce qu'on appelle les formes de PaaS, Platform as a Service. Alors, vous avez l'infrastructure as a Service, la VM pure. Le PaaS, ça va être des VM qui contiennent des couches applicatives déjà connues. Et puis, vous avez le Software as a Service, serverless, qui est la couche propriétaire. La couche propriétaire ici, elle ne va pas nous intéresser dans l'hybride dans un premier temps. Pourquoi? Parce qu'elle est propriétaire au cloud public et donc elle ne peut pas exister chez nous à l'identique. Là, ce que je vais chercher, c'est les similitudes. Les similitudes, c'est des produits comme MySQL, comme Postgre, comme Kubernetes, comme Kafka, comme RabbitMQ, qui sont des produits open source et qui existent chez les fournisseurs de cloud. Donc l'approche hybride, ici, je vais chercher les correspondances. Si j'ai du RabbitMQ chez moi, je vais regarder chez Amazon, ils en ont. Oui, ça s'appelle Amazon MQ, option RabbitMQ. Et ça me déploie des instances EC2 redondées, pré-gérées par Amazon. Ça ne veut pas dire par contre qu'ils font du queuing pour moi. Ils déploient simplement l'outil packagé, clé en main. Donc en termes de responsabilité, moi, j'ai plus à faire les VM et les mettre en place. Elles sont fournies dans le service et c'est ma facturé autant de ce que je consomme. Et attention au prix de la présence aussi. C'est pas du serverless, c'est pas le maximum de ce qu'on puisse faire, mais c'est compatible. Si on prend l'usage le plus commun, ou un des moyens les plus communs, c'est Kubernetes, c'est la conteneurisation. La conteneurisation est aussi une technologie de facilitation d'adoption du cloud public. Parce que j'ai du cube chez moi, j'ai du cube chez Amazon, bah, c'est la même chose. Je vais gagner donc à la fois en comptabilité matérielle, et puis je vais gagner aussi sur la gestion de mes équipes. C'est la même compétence. Alors, on pourrait étendre ici un discours que les fournisseurs de cloud n'aiment pas, mais l'hybride souvent est mélangé aussi avec une approche dite multi-cloud. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de clients qui sont privés publics avec un fournisseur, et bien un autre pourcentage de clients qui sont avec du privé et deux fournisseurs au minimum. Donc Azure AWS est un doublon, un duo qu'on retrouve très souvent chez les clients. Donc là encore, est-ce que Kubernetes existe chez moi? Oui. Est-ce qu'il existe chez Amazon? Oui. Est-ce qu'il existe chez Azure? Oui. Et dans ce cas-là, vous voyez, en faisant ce choix-là, qui n'est pas gratuit, il n'est pas innocent, mais ça me permet d'avoir la même périmétrie partout. J'ai les mêmes outils, j'ai la même logique. Ça va m'amener à faire quoi? À valider l'hypothèse du rollback. C'est-à-dire, si demain, je suis plus content d'un des fournisseurs de cloud ou j'ai un projet qui repart, alors, comme c'est les mêmes outils, ben, revenir chez moi va être facile. Ça ne nécessite, ce sera finalement qu'une relocalisation plutôt qu'un changement, réécriture de l'application. Ce qui n'est pas impossible, mais c'est pas le même impact, c'est pas la même prise de décision, c'est pas la même souplesse. Donc ça, c'est quelque chose où stratégiquement, on a toujours besoin de se poser cette question. Je connais aucun client qui se lance dans un projet, une nouvelle technologie, qui n'envisage pas, en cas d'échec, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, ça nous couvre cet aspect-là. Donc c'est facile, c'est les mêmes produits, c'est le même savoir-faire. Par contre, c'est pas la même opportunité que de faire du serverless, puisqu'ici, j'ai quand même des couches que je vais devoir gérer. Si vous prenez, par exemple, chez Amazon, il y a deux services d'orchestration de conteneurs qui sont ECS et EKS. EKS, c'est Kubernetes hébergé chez Amazon, OK? ECS, c'est la version totalement serverless d'Amazon. Bah, la différence, c'est que dans ECS, vous payez que la consommation du service. Dans EKS, vous payez la présence de Kubernetes plus la consommation. Donc, il y a toujours une double facture. C'est pas le plus optimisé. Mais j'achète l'idée de oui, mais c'est la même chose que chez moi. Je retrouve mes petits, etc. Ça veut dire que la dette technique est légèrement plus haute sur ces outils-là parce qu'il y a encore des couches que j'ai à gérer. Alors qu'en serverless, c'est Amazon qui s'en occupe et qui me les cache dans la gestion. Là encore, ce n'est pas un problème en soi. Ça veut dire qu'il faut en avoir conscience quand on fait ce choix-là, qu'on pose le pour et le contre. Il y a un autre aspect pratique à avoir un environnement homogène. Et là, je pense que toutes et toutes, vous êtes au conscient, ben, il y a des pannes.
C'est pas comme si Amazon, Azure et cette semaine OVH ne s'étaient pas pris un gros taquet dans les dents. Ils nous rappellent, comme on dit souvent, everything fails all the time. Et si demain, le cloud ne marche plus, et si demain, il y a une panne, comment je fais pour assurer ma résilience? Parce que quand je vais dans le cloud, j'achète souvent du point de vue marketing qui vous disent, ah, c'est hautement disponible, etc. Voilà. Ça participe, ça vous aide, c'est clair. C'est bien mieux que de faire ses propres data centers partout, c'est moins cher. Mais si eux, ils se cassent la gueule, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah si j'ai tout mis chez eux, ça s'appelle un single point of failure aussi. Alors c'est pour ça qu'on a des fournisseurs qui ont du multi-cloud. Ouais, mais vous venez de le voir, il y a eu une panne successive chez l'un puis chez l'autre. Donc on se dit, ben, l'hybride, pour le coup, c'est aussi l'assurance que je puisse garder une périmétrie chez moi, qui puisse être très limitée, mais qui me permette d'assurer le strict minimum en cas de panne importante. Alors bien sûr que ce n'est pas une panne qui arrive toutes les semaines, fort heureusement pour nous, sinon on n'irait pas faire du public. Hein. J'irais refaire du VMware chez tous les clients. Non, non, c'est plus rare, mais enfin c'est... Moi, ça fait 10 ans que j'en fais du cloud avec AWS. C'est c'est fréquent. Ça nous rappelle à l'ordre. Ça nous rappelle que rationnellement, on ne peut pas compter que c'est disponible à 100%. Et bien, même eux le disent et le déclarent. Donc, il faut qu'on se prémunisse de ça. Donc du coup, transition toute trouvée, est-ce qu'on peut envisager une base de repli du cloud public? Est-ce qu'on peut, alors encore une fois, tu as amené quelques éléments de réponse, mais avant de, avant de basculer sur notre prochaine rubrique, est-ce que tu peux te donner comment dire, deux, trois petits conseils ou du moins une conclusion sur qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe et comment Alors, en cas de panne ou un besoin de repli? le besoin de repli ou de panne, hein, c'est de supporter le risque qui va arriver, donc mesurer le risque et comprendre quels sont les impacts. Alors, du point de vue d'Amazon, quand il y a une panne chez eux, c'est notifié. Vous avez le dashboard de suivi qui vous met au courant, qui vous dit, c'est à vous de vous mettre des alertes dessus, par contre, hein, et potentiellement de préparer, alors en l'occurrence ici, soit de la haute disponibilité, soit carrément un disaster recovery plan. Donc, ça fait partie, vous voyez, des notions d'architecture et de résilience classique en architecture en acceptant l'idée que donc je vais potentiellement garder des choses chez moi. Alors, j'avais peut-être d'autres raisons, hein. Peut-être que stratégiquement, je vais voulu garder des choses chez moi. Et on va toucher peut-être à un autre sujet aussi qui va de pair. C'est la notion de souveraineté et de sécurité. C'est-à-dire que je peux aussi avoir un doute quant à la souveraineté de l'endroit où je me situe quand je suis chez Amazon. On dit Amazon est en France, ok, mais Amazon est une société américaine. Oui, mais il y a des accords avec l'Europe. Ouais. Ça s'appelle l'extraterritorialité du droit américain. Allez faire entendre ça à un juge ou au service de défense américain. Ils en ont rien à foutre. Donc, à partir de là, on peut avoir un lien de codépendance qui va faire que si l'éditeur nous ferme la porte au nez, et en termes de géopolitique, je vous le rappelle, en ce moment, les Américains sont les amis de personne. Donc, ils peuvent très bien, et ils l'ont fait il y a plein d'exemples dans plein de pays différents, hein, où les services de Microsoft, par exemple, ont été bloqués, toutes les licences se désactivent, plus aucune couche logicielle ne fonctionne. Donc, si on veut adresser ce besoin-là, soit dans l'optique d'un problème potentiel, ou carrément pour dire, ben ça, moi, ce sont des éléments critiques, cette donnée qui est chez moi, je ne veux pas l'avoir dans le cloud public, on gardera évidemment le cloud privé pour ça. Soit pour être capable de revenir en arrière, soit pour être capable d'exister, de coexister entre les deux. Viendra ici peut-être la possibilité, et là je vais moins parler des acteurs majeurs, mais plutôt d'acteurs locaux, de s'appuyer ensuite sur des acteurs localisés sur le territoire où on est dépendant. Si par exemple vous avez à supporter la norme SecNum Cloud, là on peut se retourner vers des fournisseurs de cloud public dont l'offre de service est assez limitée pour être compatible avec SecNum Cloud. C'est le cas de Cloud Temple, c'est le cas de Scaleway par exemple, d'une partie d'OVH où on a des ressources qui sont modélisées pour respecter la norme française, littéralement, et qui ne sont pas détenues par des entreprises américaines. Donc là, c'est une autre possibilité. Donc je peux trouver des fournisseurs qui seraient en public, qui respectent les règles de souveraineté. Attention, ça ne nous couvre pas du problème de panne chez eux. Donc vous voyez que même en faisant ça, je pourrais quand même être amené à dire que l'hybride finalement restera pour moi mon approche favorite parce qu'elle me permettra d'adresser à la fois les problèmes de souveraineté, de sécurité, de résilience et peut-être de retour en arrière. Parfait. Merci pour ces précisions. Donc, finalement, sur les niveaux de performance, de coût, de scalabilité,
scalabilité, pardon. Euh, comment travailler l'externalisation élastique des data centers, par exemple, travailler cette volatilité, etc. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette partie-là? Oui, c'est donc un autre objectif du cloud public, c'est venir adresser ce que n'est pas un privé. Un cloud privé, comme je dis souvent, n'a de cloud que le nom et la prétention, puisqu'un cloud privé, il est défini par les quatre murs, le sol et le plafond qui encadrent vos serveurs. Une fois que la pièce, elle est pleine, la pièce, elle est pleine. Si vous n'en avez plus de pièces dans lesquelles mettre des serveurs, ben, vous n'avez plus de disponibilité, vous n'avez plus d'extension possible. Si demain, vous avez un gros succès, bah, il faut se retourner retrouver autour d'une table, discuter du budget, faire des réunions, puis investir le matériel. Enfin, votre succès il est déjà passé, vous n'êtes toujours pas pris la décision d'acheter ou pas. Donc, on a aujourd'hui des enjeux d'élasticité, de réactivité à des marchés qui font que les clients vont aussi dans le cloud public pour pouvoir venir goûter à cette élasticité parfois hors norme. Innover, je le rappelle, c'est avoir une idée et la tester. Sauf que quand vous n'avez jamais de place chez vous, bah, vous innovez pas parce que vous n'avez pas de place pour tester. Et donc, beaucoup de clients viennent au cloud public pour ça. Et beaucoup de clients vont mettre une partie de ce qu'ils ont chez eux dans le cloud public pour venir utiliser ça. Si vous prenez une architecture composée, je ne sais pas, de 1000 VM chez vous, que vous la copiez à l'identique dans le cloud public, je ne suis pas convaincu que ce soit très utile. Ce qui m'intéresse par contre, c'est que de temps en temps, vous n'avez pas besoin de 1000, mais de 2000 VM, et ça dure quelques heures par mois. Et là, ça devient vachement intéressant d'un coup. Parce que le cloud public, lui, il est intéressant parce qu'on paye à l'usage. Vous voyez? J'ai de la volatilité. Dans un cloud privé, la volatilité, elle a toujours été un enjeu de Discord, puisque il y a un équilibre entre quel budget je veux mettre pour avoir la totalité de la capacité et quel usage je veux en faire réellement. Avec le risque, quand on faisait du capacity planning, ou quand on fait encore du capacity planning, de dire, bah, j'achète telle capacité, c'est fait pour la volatilité de certains trucs, et puis en fait, de projet en projet, ça se remplit par des choses qui sont statiques. Et donc, vous n'avez plus la volatilité dont vous avez quand même besoin pour votre métier. Donc, il y a cette problématique que si j'achète du statique, il ne faut pas que je le remplisse de façon statique. Alors que dans un cloud public, je n'ai pas cette contrainte-là. Dans un cloud public, vous n'achetez pas un cloud public. Vous louez l'espace de temps que vous consommez. C'est tout. J'arrive, je prends 3000 VM, au bout de 4 heures, j'arrête, je les enlève. Je peux très bien repartir comme ça. Donc ce côté mercenaire, ce côté ponctuel, il est extrêmement utile. Donc on a pas mal de clients qui viennent aussi au cloud public pour ça. Alors, par effet de bord, évidemment, Amazon est ravi de ça, et Azure aussi, c'est que les clients souvent finissent par s'habituer. Il y a un autre effet de bord qu'on a mesuré, par exemple, avec Office 365, c'est que les clients qui sont passés à ce genre de solution, qui ont laissé tomber la gestion traditionnelle, pensaient virer des administrateurs, administratrices, et ont fini par embaucher plus de gens. Pourquoi? Parce que finalement, dans le même budget, on fait plus de choses qu'avant, puisqu'on s'emmerde moins avec la dette technique qui est en dessous. T'as besoin d'un truc, clique sur trois boutons, boum, c'est déployé. On s'occupe pas de ce qu'il y a en dessous. Alors qu'avant, ça prenait 3 4 jours à décider, etc. Donc finalement, on fait plus de choses, on est plus opportun. Et donc finalement, on a une charge de responsabilité par administrateur et administratrice qui est plus élevée. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on ne peut plus gérer. Donc on est obligé, par la force des choses, puisque ça produit plus de valeur pour nous, plus d'opportunités d'embaucher plus de monde. Donc souvent, c'est un effet d'emballement et plutôt positif, parce que ça veut dire pour le coup qu'on génère des nouveaux produits qui ont un attrait pour le marché, qui nous permettent de soit prendre un avantage sur des concurrents ou de prendre une plus grosse part de marché, simplement d'exister ou d'amener une meilleure expérience. Donc cette scalabilité, cet effet-là va nous intéresser. Il y a l'effet aussi, bien sûr, donc de coût, d'économie. Alors, bon, ça c'est la partie marketing, vous la connaissez. Amazon, Azure vous dit, plus vous êtes nombreux, plus on achète, moins c'est cher, et plus on vous vend moins cher. D'accord, ça c'est ce qu'ils nous disent. Mais je veux bien croire qu'ils n'aient pas les mêmes leviers de négociation que moi quand je vais acheter du matériel, c'est sûr. Donc ils ont des prix unitaires qui sont vraiment plus intéressants. Même si ne nous leurront pas, il n'y a rien de gratuit. Ils font pas ça pour la beauté du geste. Quand ils vous louent une instance qui coûte un demi-centime par heure, bah sur ce demi-centime, ils se payent quand même. C'est logique, c'est normal. Ils vivent avec ça. Mais leur objectif, c'est surtout de rentabiliser l'architecture pour venir fournir l'opportunité ultérieure. Là, il y a par exemple Black Friday qui va arriver. Vous vous doutez qu'Amazon est capable d'héberger tous les sites clients qui sont chez eux dessus sans broncher. Ça veut dire que comme Black Friday est quand même une explosion de demande, ça veut dire que le reste de l'année, cette explosion de demande, le matériel, il est là, il n'est pas utilisé. Donc Amazon ou Azure ont des leviers comme ça, par exemple comme l'option Spot chez Amazon, pour venir chercher la ressource à moindre coût. Si vous êtes curieux ou curieuse, un de ces quatre, vous allez chercher sur YouTube, est-ce que je peux ruiner un restaurant à volonté? La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'en fait, un restaurant à volonté, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à vous attirer par une illusion d'illimité.
En fait, votre estomac va être limité au bout d'un moment, et qui va faire qu'il paye ses factures. Et qu'une fois qu'il a payé ses factures, bah, tout ce que vous consommez après, c'est que du bénéfice pour lui. Et donc, il a ses factures de payer pour le mois d'après. Bah, Amazon Azure sont des restaurants à volonté d'informatique. Donc, leur objectif, c'est de venir utiliser ça. Et c'est une bonne approche pour nous que de venir consommer de la volatilité. Attention, ça veut dire aussi qu'un client qui va dans le cloud public doit prendre conscience de ça. Et là, quand on fait de l'hybride, des fois, on a tendance à reproduire les mêmes consommations des deux côtés. Là, on pourrait même avoir un bénéfice. Et moi, c'est quelque chose que je dis souvent aux clients de l'hybride. Euh, il y a beaucoup de clients qui me disent, mais au bout d'un moment, mais tout ça, on aurait pu le faire chez nous. Oui, c'est pas mal de le noter. Mais en fait, il y a plein de trucs qu'on améliore dans la gestion, dans l'approche et dans la culture du cloud public, qu'on aurait très bien pu faire en cloud privé aussi. Chez vous, pour l'avoir vécu pendant 10 ans avec du VMware, le nombre de clients qui vous laissent allumer des VM chez vous en privé pour rien la nuit, alors tout le monde s'en fout. On vous dit, oui, mais c'est gratuit. C'est faux, c'est pas gratuit. C'est totalement faux. C'est une croyance. Les VM qui tournent à vide chez vous, c'est de la mémoire qui est consommée, c'est du processeur qui tourne, c'est des dégagements de chaleur, c'est de la climatisation, c'est de l'électricité. Et quand vous devez lancer les sauvegardes la nuit qui font planter vos EUSXi parce qu'il y a trop de charge à faire, bah en fait, vous êtes en train de sauvegarder des machines allumées alors qu'elles devraient être éteintes. C'est des tours de disque en plus. Enfin, c'est absurde. En fait, c'est fou. Donc, il y a plein de mécanismes que le cloud public va venir nous présenter, parce que sinon on va voir la facture immédiatement, que chez nous, on fait semblant de ne pas voir la facture, qui vont pouvoir être extensibles. Donc, on va pouvoir avoir ce bénéfice-là. Donc, ça vient comme une opportunité. Et il y a pas mal de clients qui débutent avec le cloud public sur ces opportunités. Dire, ah, je vais venir tester un truc rapidement, et puis je m'en vais. Je rajouterai ici aussi l'opportunité d'aller tester des technologies nouvelles. Prenons le sujet le plus à la mode, l'IA. Ben, l'IA, ok, tout le monde est intéressé, mais concrètement, qui sait faire? Bah, très peu. Et alors, quand vous rentrez dans une IA sur mesure faite pour vous, pour votre besoin à vous, bah, je vous assure que là-dessus, il n'y a plus grand monde qui s'aligne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voulez débuter avec de l'IA, bah, ce serait bien d'avoir un truc un peu déjà packagé qui nous fait le boulot pour nous. Là aussi, le cloud public vient avec cette opportunité. Ça nous permet de venir tester des choses, des idées, des fonctionnalités, des produits, de dire c'est bien, c'est pas bien, ça nous va pas, et puis potentiellement de ramener ensuite cette approche chez nous et de la développer chez nous. Mais aller défendre une budgétisation pour mettre un projet de machine learning chez vous du jour au lendemain, quand vous allez voir la gueule du budget en privé, c'est mort. Si vous n'avez pas un objectif de rentabilisation direct derrière qui est validé et que c'est évident que ça va être rentable, personne ne validera. Ça coûte une blinde. C'est énorme le nombre de ressources que ça demande pour faire de l'apprentissage, pour faire pour avoir les datasets d'apprentissage, de tests, et puis même l'inférence derrière si vous avez plein de clients dessus. Enfin, c'est colossal les ressources. On ne se rend pas compte quand on consomme les services déjà gérés par d'autres. Donc là, ça peut être aussi une approche, c'est-à-dire une extension, soit la volatilité, mais aussi l'opportunité d'aller chercher de l'innovation. Je reviens sur deux Oui, petites choses. Tu nous as parlé tout à l'heure des instances spot. Peut-être que certains ou certaines sont pas familiers avec ça. Est-ce que tu peux revenir sur oui. les modèles de facturation que propose le cloud public? Et puis là, on va préciser sur AWS. Le spot instance, qu'est-ce que c'est et comment bien l'utiliser? Alors, le Spot Instance, c'est un marché d'opportunités où Amazon dit ces machines-là, si je vous les loue pas au moins un minimum, moi je les perds. C'est de l'argent perdu. Donc, je préfère vous attirer avec un prix défiant toute concurrence que de perdre de l'argent. Si je vous facture zéro, bah, c'est zéro. Si je vous facture 3 centimes ou 7 centimes pour une machine qui coûte 1 dollar, bah, c'est toujours 7 centimes qui rentrent dans ma poche. Donc, le spot, c'est ça. C'est un marché d'opportunités où vous venez et Amazon vous dit, bon, actuellement, il y a pas de demande sur ces machines-là, donc moi, je vous baisse le prix. Et le prix peut baisser pour le max, c'est 93%. Ce qui est inatteignable en remise si on investit par exemple du saving plan. Saving plan, c'est les options où on prépaye à l'avance Amazon, on dit je m'engage et j'ai telle remise. On peut monter à 72% en saving plan, c'est le max. Là, on De a des prix réduction, hein, quand ouais, de quand tu réduction. parles de Voilà, 70%, c'est de c'est ça. réduction sur Exactement. le prix, hein. Oui, Ouais, tout à ok. fait. De réduction. Et là, on est à 93% de remise sur le prix des machines. Donc, une machine qui coûterait normalement 1 dollar de l'heure, ben là, elle ne coûte plus que 7 centimes de l'heure. Et évidemment qu'à 7 centimes, c'est séduisant. Par contre, c'est un marché d'opportunité pour tout le monde et qui est le reflet actuel en temps réel de l'usage des ressources chez Amazon. C'est-à-dire que si le marché aujourd'hui, il y a des demandes mais encore plus d'offres, bah, c'est le prix le plus bas qui l'emporte tout le temps et donc tout le monde paye le prix le plus bas. Par contre, si d'un seul coup on se met à tous consommer les mêmes types d'instances et qu'Amazon n'a plus la place, alors Amazon va comparer les prix qu'on met
et on met non pas le prix qu'on veut payer, mais le prix qu'on veut payer dans l'absolu. Donc on met ce qu'on appelle une enchère. Si par exemple actuellement c'est 7 centimes, mais vous êtes prêt à payer jusqu'à 20 centimes, eh bien, quand les prix vont commencer à rentrer en concurrence, Amazon va commencer à regarder qui paye un peu plus que le prix normal. Et à chaque fois qu'il tombe sur quelqu'un qui a, je sais pas, si vous avez mis 8 centimes sur 7 et que le prix, il n'y a pas assez de place pour tout le monde, bah, ceux qui ont payé 8, ils vont dégager. Et par contre, le prix va monter jusqu'à stabiliser le nombre de machines. En gros, ils regardent combien il n'y a personne qui soit capable d'offrir de plus en plus haut pour arriver à la stabilité du nombre de machines qui correspondrait à cette volumétrie, hein, qui est fournie pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde une région comme la région France, dans la région France, vous avez tout ce qui est Reserve Saving Plans, qui est intouchable, qui est garanti quoi qu'il arrive. C'est même en cas de résilience, hein, c'est important à comprendre ça. C'est pas le sujet du moment, mais si demain Amazon a une catastrophe importante en France, la capacité prioritaire de reprise locale, c'est tout ce qui est saving plans et reserve. S'ils peuvent rien rallumer d'autre, ils résolveront que ça en priorité. Ensuite, il y a l'on-demand, c'est-à-dire le marché flexible. Le prix de base, c'est le plus cher à l'heure, mais c'est aussi le plus flexible. Vous consommez ce que vous voulez, vous êtes facturé à la seconde d'exécution. Et puis, on a le spot qui vient nous dire, ben, on a la même volatilité, je prends pas, je suis facturé à la seconde d'utilisation, mais avec une remise pour vous pousser à aller consommer les machines, on va dire, qui seraient moins utilisées ou les volumétries les moins utilisées. En gros, on vous invite à avoir une gestion horizontale plutôt que verticale. Donc ça, c'est une notion importante d'optimisation. Euh, Comme je dis souvent, si je conduis mal avec une petite voiture, si vous me donnez un bus, je conduis pas mieux, je suis juste plus dangereux. Vous voyez, c'est pas parce que j'ai un véhicule plus gros que ça marche mieux. Par contre, si on est plusieurs avec des petites voitures, on peut transporter plus de choses. Et donc, ça veut dire qu'il faut cette mentalité-là. Donc là, pareil, si je viens du privé, que je vais dans le public, je fais de l'hybride, il faut que j'ai la même conscience. Si vous me mettez des single point of failure de machines monolithiques chez vous partout et que vous mettez la même chose dans le cloud, ça m'est arrivé chez un client. Je suis parti au bout de 2 jours, je fais, bon, écoute, t'as pas besoin de moi, a priori. C'est pas, vous voyez, il y a des approches à favoriser qui vont nous permettre de tirer parti de tout ça. Et c'est pour ça que je disais, ça peut faire l'aller-retour. N'oubliez pas, le fait de faire de l'hybride va vous interroger sur la façon dont vous travaillez, puisque dans le cloud public, j'ai la facture qui tombe et donc c'est indiscutable, elle est là, donc il faut que je la comprenne, il faut que je la justifie, c'est la partie FinOps, mais il faut aussi que je cherche les opportunités d'améliorer. Et ces opportunités d'améliorer, il y en a qui ne viennent pas du cloud public en soi, mais elles viennent de la rationalité. Donc, on va aller rationaliser notre cloud privé aussi. Et donc, on a un bénéfice à aller-retour entre les deux. Donc, une approche hybride peut être bénéfique aussi pour ces aspects-là. Du coup, on comprend bien que aujourd'hui, l'hybride correspond à peu près à 80% du marché. Ouais. Donc, finalement, dans l'avenir, c'est ce modèle qui est quand même couramment utilisé, c'est quelque chose qui va perdurer. Tu as répondu déjà à quand même pas mal de questions jusqu'ici avec quelques précisions. Euh, les raisons principales finalement, hein, qui justifient l'hybridation, on va parler de quoi? De stabilité, de souveraineté, on va parler de conscience, de compétences, de quoi sur quel pilier on va pouvoir s'appuyer pour dire que c'est quelque chose qui va se maintenir dans le temps, qui va perdurer et qui est un modèle finalement qui sera La norme. mis pour tout le monde. C'est Oui, ça? c'est la norme. C'est la norme aujourd'hui. On est à peu près à 80% de part de marché. Tout le monde est à peu près sur cette taux-là. J'aurais même tendance à penser aujourd'hui que je pense que ça augmente même. Qu'est-ce qui fait que ça augmente encore plus en 2025? C'est pour ça qu'on est obligé un peu de sortir de l'aspect technologique pour aller regarder aussi les aspects stratégiques et géopolitiques, parce que les entreprises, en fait, c'est les entreprises qui utilisent tout ça. Donc ces entreprises se posent ces questions-là. Une entreprise, c'est pas juste un métier, c'est un métier dans un pays, dans un contexte plus large, qui a des effets, que ce soit les effets politiques locaux du pays, mais aussi internationaux. Donc aujourd'hui, on a des enjeux de souveraineté qui ont été, on va dire, un peu plus conscientisés par les clients. Bah, ça fait des années qu'on saoule nos clients avec, mais cette année, ils en ont pris conscience parce que l'évolution du paysage politique aux États-Unis fait que ça rebat les cartes et que ça change l'équilibre. Donc on se pose ces questions-là. Et donc des clients qui, il y a peut-être 2 ou 3 ans, auraient envisagé d'aller faire du full cloud public, donc de migrer, vont aujourd'hui favoriser un cloud hybride. Et c'est pour ça qu'on va avoir cette espèce de, de conscience du ouais, c'est sympa, j'ai bien envie d'y aller, mais il faut quand même que j'ai un petit doute, donc je vais quand même garder ça.
Donc il nous reste cette espèce d'échappatoire qui avant était favorisé par certains seulement, qui maintenant va devenir la norme. Et puis il y a les problèmes de la complexité de la migration, et nous, ça on y est confronté avec les clients qu'on peut croiser. On a surtout, ben, on l'avait déjà dit l'année dernière dans un autre module, on rappelle hein, les clients qui gueulaient en disant nous on se barre du cloud public. La réalité c'est souvent ils disaient bah, parce qu'on s'est mal préparé. C'est pas la faute du cloud. Alors de rares exceptions qui engueulent le cloud parce qu'ils veulent pas s'engueuler eux-mêmes. Mais la plupart d'entre eux, ils sont assez honnêtes pour dire, en fait, on n'a pas bien préparé la mission, on n'a pas bien vu ce qu'on venait y chercher. On va pas dans le cloud pour aller dans le cloud. On va vers une nouvelle destination parce qu'on a des problèmes et qu'on veut les résoudre et que le cloud peut être une partie de la solution et pas elle-même la solution, mais nous apporter une partie de la solution en nous forçant à réfléchir à des aspects. Donc, on a l'impréparation des clients aujourd'hui. Quand on vient en sauvetage chez les clients, la plupart du temps, c'est ça. C'est le client qui a pensé que le cloud public, c'était un énième VMware ou un Hyper-V. Bah non, il n'y a pas juste VM, stockage et réseau. Il y a plus de 300 services chez Amazon, 7500 fonctionnalités. Donc on se doute bien que ça élargit un petit peu le spectre et que si on veut vraiment en tirer parti, il ne faut pas juste faire des VM. Donc on a le problème comme ça de conscience des problématiques qui vont autour, de la complexité. On va aller dans le cloud, on va en tirer parti. OK, mais ça veut dire qu'il faut moderniser aussi ben, l'équipe. Il faut moderniser la façon de développer. Un cloud, ça veut dire agile, ça veut dire DevOps, ça veut dire FinOps. Voilà, tout ça, c'est pas innocent, c'est pas gratuit. Ça veut dire, on en a déjà parlé aussi dans d'autres modules, le CCE, monter une équipe cloud dédiée qui s'occupe de ça. Si demain, vous voulez de l'IA, aujourd'hui, IA est très fortement synonyme de cloud parce qu'on vient de le dire, c'est lourd, c'est complexe à mettre en place, c'est très coûteux. Donc, si on a les outils cloud qui nous les fournissent, évidemment qu'aujourd'hui, on a là, littéralement, hein, l'écrasante majorité du marché, les gens qui font de l'IA chez eux, ils le font au travers du cloud. D'abord parce qu'ils n'ont pas les moyens technologiques de le faire et souvent parce qu'ils n'ont même pas les compétences pour le faire. Donc, on a aussi cette approche-là qui va faire qu'on va rester hybride avec ces nouveautés qui vont naître ensuite d'abord dans le cloud et peut-être qu'ils feront le marche arrière après. C'est-à-dire qu'on dira, bah, une fois que j'ai amené cette compétence, qu'on disait, une fois que j'ai découvert, peut-être que je vais revenir avec des bouts chez moi. On a donc ce problème, en tout cas, d'impréparation, les problèmes de prise en compte, de conscience de toute la complexité du changement. Et c'est de la gestion de changement. Et je rappelle qu'un changement de culture dans une entreprise, c'est en moyenne 8 à 10 ans. Donc on est sur des projets à très longue échelle. Et pour tirer parti au maximum des bénéfices du cloud, ça veut dire qu'il faut vraiment avoir une bonne conscience de tout ce qu'on peut y faire. Il n'y a pas de miracle, il faut laisser le temps aux gens de le faire. Et tout en sachant qu'il n'y a aucun client qui ferme la porte du jour au lendemain pour aller réexister dans le cloud comme ça. En général, vous migrez en parallèle et il faut gérer l'urgence de la prod pendant ce temps-là, ce qui est très compliqué à gérer. Ce qui peut amener à des. C'est pour ça que je disais que les projets souvent de migration sont beaucoup plus longs que ce qu'on estime, non pas par la complexité de la tâche de migration, mais par le fait que les équipes sont mobilisées à faire autre chose. Un client qui est capable demain d'aligner une équipe de 10 personnes pour s'occuper purement de la migration et que de ça, évidemment, il peut migrer en quelques semaines ou quelques mois, très rapidement, même une très grosse structure, parce qu'il s'occupe que de ça. Mais c'est rare les clients qui font ça. On a même des clients qui se payent des nouvelles unités pour recréer des applis entières. Dans le secteur bancaire, par exemple, ça existe. Ils font carrément, ils prennent une nouvelle équipe de développeurs qui sont habitués au cloud et ils créent une nouvelle version de leur appli entièrement from scratch dans le cloud. Et le jour où c'est bon, boum, ils basculent l'ancienne vers la nouvelle et ils virent les anciens qui géraient l'ancienne application. Voilà. Hmm. Mais c'est des gens qui ont les moyens de le faire. Tout le monde ne l'a pas. Donc, on rappellera ici, avant de conclure, donc, les bénéfices de tout ça. Donc, on l'a dit, ben, on cohabite entre les deux. Donc, on part d'un existant, on va vers du nouveau, ce qui nous permet de nous l'approprier. On a des technologies qui sont à isopérimètre. Donc, on a tous les outils open source qu'on retrouverait chez nous et qu'on peut retrouver de façon hébergée dans le cloud, ce qui est un choix stratégique. Vous n'êtes pas obligé de le faire que ça, mais vous pouvez passer par là pour pouvoir avoir le bénéfice. On vient de voir, on a aussi bien sûr tout ce qui est scalabilité, mise à l'échelle, élasticité, opportunité, qui va venir adresser ces besoins-là aussi. On aurait aussi peut-être la partie gouvernance et standardisation, puisque je rappelle que le fournisseur de cloud, lui, fait déjà une partie de mon boulot. Donc, hein, les data centers d'Amazon ou d'Azure répondent à un certain nombre de standards, sont déjà pré-certifiés. Donc, c'est un gain de temps aussi pour moi. C'est un marché potentiellement d'opportunités aussi pour venir exister sur des territoires, donc en termes de business où j'existe pas. Si demain, vous avez un business qui se monte au Japon que vous n'avez jamais été,
Vous n'allez pas aller loin data center là-bas. Vous allez aller dans le cloud d'Amazon ou d'Azure et vous allez vous faire plaisir avec l'éditeur. Et puis si ça ne marche pas, ben, au bout d'un mois ou trois, vous arrêtez, vous repartez en arrière. Ça ne nous prend pas forcément le besoin d'aller faire des engagements qui sont très lourds financiers et en termes de responsabilité. Tout ça, ça nous rappelle aussi qu'il reste quand même une dette technique qui est importante. C'est-à-dire que si vous décidez de mettre en place du MySQL, du Kafka ou du Kubernetes à votre sauce, c'est votre sauce, c'est pas celle de l'hébergeur. L'hébergeur, lui, se contente de vous déployer l'outil dans lequel vous gérez. C'est ce que je dis à tous les clients qui font de l'EKS chez Amazon. Faire du Kubernetes, c'est bien, mais attention, ne faites pas du kube parce que c'est la mode. Faites du kube parce que ça vous apporte quelque chose en termes d'opportunités, soit techniques ou stratégiques. Si vous êtes hybride, vous avez le même des deux côtés, ben, l'argument c'est de dire ben, j'ai le même des deux côtés et j'ai déjà le savoir-faire. Mais si votre objectif c'est de migrer tout dans le cloud public, je ne suis pas convaincu que ce soit très intéressant de devoir monter en compétence sur Kube si vous ne le maîtrisez pas aujourd'hui. Et Mm. Kubernetes, ça veut dire aussi Helm, ça veut dire aussi Prometheus. Enfin, ça fait, vous voyez, le cahier des charges, des compétences à acquérir qui va venir avec de la dette technique, parce que tout ça va falloir le gérer, c'est pas gratuit. Il faut toujours le prendre en compte. Donc, ce sera le bénéfice stratégique à mettre dans la balance avec le poids de la dette technique. Et puis, une approche hybride peut minimiser aussi le bénéfice du cloud. On l'a dit tout à l'heure, ça veut dire que si je veux le même périmètre, si vous avez des applis qui existent dans les deux domaines, alors ces applications doivent être identiques. Ça veut dire que vous ne pouvez pas aller en serverless. Donc, tout ce qui est option serverless, vous êtes limité. Ou alors, ça veut dire que vous avez chez vous, dans vos clouds privés, l'équivalent du serverless de l'éditeur, qui ne sera pas le même. Donc là, on a une discussion design presque philosophique entre qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Si vous êtes en hybride, mais que vous donnez naissance à des applications qui n'existent que dans le cloud public, parce qu'elles sont ce qu'on appelle en cloud natif et elles n'ont pas de vie potentiellement chez vous en privé, vous pouvez faire du serverless. Mais ça veut dire que vous enlevez ici, par exemple, la possibilité de rollback. Ou alors, il faudra recréer une autre version de l'application localement. Et c'est pour ça que stratégiquement, on peut se dire, bah, je vais volontairement ne pas monter de couche pour aller au serverless. Je vais rester, par exemple, sur de la conteneurisation, ce qui est déjà un premier niveau. Et je vais le faire avec du cube, parce que comme ça, si demain, l'application, on a besoin de la faire revenir, bon, bah, on sait que c'est faisable. Vous voyez, des fois, on se dit, ben, la meilleure option, c'est celle-là. La meilleure option dans l'absolu, si on est libre de le faire, ce choix-là. Mais souvent, le choix, il est plus complexe que ça. Il est contextuel. Mm. Et puis, on terminera avec un aspect. Il y a plein d'aspects qu'on n'a même pas vu ici. Vous voyez, la sécurité, Oui, on a à c'est peine vrai que posé. malheureusement, effectivement, le temps passe un peu vite. Et puis jusqu'ici, j'espère que tout se passe bien et tout est clair plutôt pour vous. Je le rappelle, là, on va avoir une petite session de questions-réponses d'ici quelques minutes. Mais jusqu'ici, encore une fois, vous pouvez poser vos questions en direct. Du coup, Davy, je te propose effectivement d'apporter quelques éclaircissements sur un sujet qui est malgré tout prépondérant dans tout ça, c'est le monitoring. Oui. Finalement, comment on monitore l'ensemble de ces dispositions? Comment toi tu l'aborderais? Comment tu le vois? Alors, de façon très franche, comme un sacré foutoir. Mmh. Parce que le fournisseur de cloud va nous amener des outils de monitoring natifs qui sont utilisables. Alors, la bonne nouvelle pour nous, c'est que les outils de monitoring, qu'ils soient initiés du cloud public ou privé, ont tendance à être très compatibles les uns entre les autres. Et ça, de longue date, ça a été le cas. Alors, c'est pour ça qu'on citait tout à l'heure le cas de Microsoft, avec les outils System Center qui sont homogènes des deux côtés. Donc, les Mmh. couches locales, privées, publiques sont identiques chez Microsoft. Et Amazon a dû faire le même travail. C'est-à-dire que les outils comme CloudWatch Amazon, qui est l'outil de collecte de métriques, a des propriétés de compatibilité avec des outils tierces. On a aujourd'hui aussi des intégrations, par exemple, Prometheus pour Kubernetes, aujourd'hui est intégré à certains outils de monitoring d'Amazon. Et puis on a des partenaires comme Splunk, comme Datadog, dans lesquels on aura des connecteurs qu'on peut utiliser pour les fournisseurs de cloud. Donc aujourd'hui, on a une alliance entre tous ces partenaires qui fait qu'on peut faire le choix. Maintenant, comment on fait ce choix? Là, c'est plus compliqué. Mmh. Il y a des choses qu'on peut mesurer par le cloud que dans le cloud. Donc là, on va collecter les métriques locales. Donc on va faire le tour. On va faire une liste en fait de tout ce qui nous intéresse comme information. Et qu'est-ce qu'on peut localiser du point de vue du fournisseur de cloud qui n'est faisable qu'avec lui? Et comment on peut ensuite le renvoyer dans des outils d'hypervision tierce? Et inversement, on va regarder aussi chez nous qu'est-ce qu'on a comme outil, et est-ce que c'est plausible pour nous de les utiliser en face? Si vous êtes en train de migrer ou si vous restez en cloud hybride, je n'aurai pas forcément la même approche. Si je suis en cloud hybride et je reste en hybride,
j'aurais tendance à avoir une solution de centralisation d'hypervision qui est chez moi et qui s'alimente des choses d'Amazon. Si maintenant vous migrez vers AWS et à terme vous allez dégager le chez vous ou ce sera restreint, à un moment donné, je me dirais, mais ça sert à quoi que je maintienne les outils chez moi si la majeure partie du boulot ou la totalité va finir chez eux? Et c'est pour ça qu'on voit depuis quelques dernières années des outils d'Amazon qui commencent à vous fournir des agents pour aller faire des trucs chez vous. C'est le cas, par exemple, de System Manager. System Manager, c'est une boîte à outils hein, du support pour vos équipes de support qui permet de faire plein de petites de tâches de maintenance et qui se fait par un agent qu'on peut mettre aussi dans des machines sous VMware, par exemple, sous Windows, sous Linux chez vous. C'est-à-dire qu'on pourrait piloter ces jobs à partir des outils d'Amazon pour homogénéiser le traitement, Mhm. pour faciliter la continuité opérationnelle en ayant un agent qui vient chez vous. Kubernetes, il existe, le kube d'AWS, il existe aussi en version, ce qu'ils appellent le EKS distro, qu'on peut déployer chez vous sur du VMware. Donc on peut avoir là aussi exactement la même couche, littéralement, homogène, qui se parle. Vous voyez, on peut avoir de la cohérence entre les deux. Donc il faut chercher, en fait, à terme, où est-ce que je vais résider. Si je ne bouge pas, alors peut-être que je n'ai pas besoin de réinventer tout, je vais simplement aller chercher les connecteurs chez l'éditeur, en essayant de voir tout ce que j'ai besoin de récupérer. Et si moi, je dois migrer, j'irai voir, est-ce que les outils de base me suffisent? Et est-ce que sinon, j'ai des outils que je connais déjà ou je dois prendre en compte? Même chose pour les outils de sécurité, quand j'ai des CIEM à gérer, etc. Bon, là, on pourrait faire un sujet entier dessus, parce que c'est encore plus complexe. Mhm. Mais à quels endroits se situe vos dashboards? D'où est-ce que vous voyez l'information? D'où est-ce qu'elle est émise? Et comment on est sûr qu'il n'en manque pas des bouts, etc. Donc, ce sont des questions importantes à se poser. Donc, ça veut dire qu'il va falloir se poser toutes ces questions en respectant, évidemment, on fera un référentiel habituel, hein, qui est la Well Architect Framework, hein, les Mhm. sujets de l'excellence opérationnelle, les sujets de la sécurité, les sujets de l'optimisation financière, les sujets de la résilience et de la performance et de l'efficacité. Donc, on va revoir toute cette approche avec ces 5 filtres-là pour essayer d'apporter le plus de réponses. Les recommandations d'AWS, effectivement, Oui, pour bien cadrer et améliorer finalement, cette migration cloud sous un aspect d'excellence. Bah, ce que je vous propose à tous, merci beaucoup Davy, merci. on arrive bientôt à la fin de cette session. Ce que je vous propose, c'est de vous laisser le temps de poser vos questions pour qu'on puisse démarrer une réponse. Euh, la parole est à vous. N'hésitez pas, levez la main, allumez votre caméra et partagez votre question, ou sinon vous me l'écrivez dans le chat, et puis à ce moment-là, je la poserai devant tout le monde. Sinon, c'est peut-être très clair. Visiblement, c'est très clair. Tous les sujets, tous les éléments abordés ont été bien compris, bien captés. C'est aussi très bon signe, hein, mais ne pas hésiter. Voilà. Oui, Mourad, mondialement, la tendance reste hybride. Tout le monde. Là, c'est très rare. Il y a aujourd'hui les seuls clients qui sont full cloud, c'est soit ceux qui avaient un plan de migration complet et qui veulent s'en passer. Mais là, on parle soit de tout petits clients, soit de très très gros clients. Mais aujourd'hui, même les gros clients ont tendance à garder pour des questions de complexité historique des choses chez eux. Donc oui, c'est majoritairement il restera que les clients qui ne peuvent pas se permettre de garder le privé, qui vont migrer dans le cloud ou qui vont aller exister que dans le cloud public. Si demain tu montes ta boîte, tu embauches 4 personnes et tu fais une start-up, tu n'as peut-être pas de raison d'aller acheter du matériel, tu vas aller dans le cloud pour tester. Si ton idée est bonne et que tu gagnes de l'argent, peut-être que tu vas ensuite reprendre des choses chez toi parce que tu auras décidé, mais peut-être même pas. Et on a des boîtes qui se montent comme ça. Mais on a moins, moi je regarde moins aujourd'hui, je vois moins de programmes où on est sur des programmes de migration complète. Par contre, on a toujours autant d'adoption du cloud public, ça c'est certain. C'est-à-dire qu'il y a encore plus de demandes. On a tellement de clients en fait sur le marché qui sont même pas encore conscients de tout ça que ça va rester longtemps. Et comme je le disais, la migration est bien beaucoup plus complexe à mettre en place qu'elle n'y paraît souvent. Donc, ça veut dire qu'on a cette cohabitation constante. Alors bon, tu as toujours des histoires de VMware qui nous change les licences, qui poussent les clients à se bouger les fesses d'un coup. Vous voyez, il y a des bruits, des sons de cloche à droite à gauche qui font peur, qui font que d'un seul coup, on va se précipiter d'un côté, puis de l'autre côté, il y a un problème, donc l'autre côté nous rattrape. Donc, j'aurais envie de dire, si on veut être rationnel, c'est peut-être plus prudent pour l'instant de garder les deux jusqu'au moment où on est assez rassuré pour ne fonctionner que sur un seul. Mais il faut avoir, là encore, la pleine conscience de ce que ça veut dire. Merci de tes questions, Mourad.
Amir, est-ce qu'il y a un mouvement en France? Alors, le mouvement est faiblard, mais il est là. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience et les clients aujourd'hui se posent vraiment la question au premier degré réellement. Là où avant on en parlait, ils nous disaient oui, oui, c'est cool, puis ils s'en foutaient, puis ils y allaient quand même. Mais aujourd'hui, la notion de souveraineté, puisque c'est ça l'enjeu aujourd'hui, elle est posée. Et je rappelle qu'un cloud souverain ne peut pas être détenu par une société américaine. C'est pas possible. La souveraineté, c'est la responsabilité complète de toutes les couches. C'est pour ça qu'on a ici aujourd'hui un certain nombre de petits acteurs français locaux, OVH pour les plus gros, mais d'autres comme Scaleway, Green Cloud ou Cloud Temple, qui se positionnent pour offrir de l'hébergement avec une forme de service. Ça veut dire par contre qu'il n'y a pas de serverless dans cette approche-là, hein, soyons clairs et nets. Il n'y a pas de serverless chez ces fournisseurs-là. On a de l'infrastructure as code et qu'est-ce que plateforme as a service, c'est tout. De l'infrastructure as code, de l'infrastructure as a service, pas l'IAC, mais de l'IAS. Mais qui fournissent justement cette opportunité-là parce que un vrai cloud souverain, ça veut dire que le matériel est propriété, les chipsets qui sont dessus sont propriétés, les OS sont propriétaires, les couches logicielles sont propriétaires. Et c'est un très gros travail. C'est pour ça que c'est pas si simple d'avoir un cloud souverain. C'est que ça demande des acteurs qui mettent l'argent sur la table pour redévelopper toutes les couches. Dès que vous utilisez une couche qui appartient à quelqu'un d'autre et ce quelqu'un d'autre est potentiellement américain, alors vous tombez sur une fuite de souveraineté. Et donc, c'est un problème. C'est aussi important quand vous avez une société qui aujourd'hui, je ne sais pas, localisée en France, qui devient être capitalisée par des Américains. Je rappelle que Mistral, aujourd'hui, est capitalisé par des hedge funds américains. Donc Mistral, quand on nous dit l'IA souveraine, eh ben moi je dis mon cul sur la commode, hein. Je suis désolé, c'est pas vrai. Si demain ils veulent racheter le truc complet, ils le font. Et c'est une boîte américaine. Et on n'a plus d'IA. Parce qu'en France, les gens ne savent pas investir. Ils ne savent pas prendre le risque. Merci beaucoup pour cette réponse. Merci, merci Philippe. Effectivement, on va mettre fin à cette session très riche, visiblement, qui a bien été perçue et qui a été très riche pour tout le monde. Merci beaucoup. Euh, Donc ça, c'était notre partie. Est-ce un choix intéressant, le cloud hybride? Je rappelle à toutes et à tous qu'on va avoir une deuxième session dans l'extension de celle-ci, qui va être pourquoi c'est si chronophage de passer d'un cloud privé à un cloud public, comprendre quels sont les points bloquants. Encore merci, Davy, pour toutes ces explications. Merci pour tout le détail que tu nous as apporté. C'est toujours un plaisir. J'espère que tout le Merci à monde vous. a continué à apprendre et à approfondir ses connaissances. Encore merci. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine session. Merci Quentin. Merci à vous. À très bientôt. Merci.